Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pump pour un nouvel épisode et un nouveau format. Vous l'avez vu dans le titre, si c'est assez explicite, mais aujourd'hui on a décidé de creuser du contenu qu'on voit passer sur les réseaux pour essayer de voir s'il y a des choses pertinentes ou moins et les arguments qu'on peut mettre en avant pour aller à l'encontre de ce qui est préconisé, recommandé. Je suis encore accompagné de Trésor, comme d'habitude. Ouais, salut les gars, salut Max. J'espère que ça va. On espère que vous êtes en forme. Vous l'avez vu, on essaie de tenir un petit rythme sur les podcasts. Donc même si on a plein d'idées, n'hésitez pas à nous soumettre les vôtres pour qu'on traite des sujets qui vous intéressent plus, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement et toutes les choses qui tournent autour de la prépa physique et de la performance. Là, on va bosser sur quelqu'un qui traite un petit peu de tout. C'est plutôt de la musculation. Ouais. Alors, on n'a pas encore décidé si on allait le citer, mais il va sûrement se reconnaître s'il passe par là et si jamais on publie sur les réseaux ce contenu-là. Mais c'est quelqu'un d'ici, quelqu'un du Nord, donc un voisin. Et il parle pas mal de nutrition et de musculation autour des réflexions sur les morphotypes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a déjà traité dans le podcast. En tout cas, ça me dit rien. Je sais pas, toi, Trésor? Non, on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais donné notre avis, mais il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, on a pris des petits extraits. Alors, on verra au montage comment on arrive à intégrer ça. Le but, c'est toujours de favoriser la partie audio. Donc, si jamais sur YouTube, c'est un petit peu moins dynamique ou moins bien monté, dites-vous que c'est un podcast qui s'écoute tout aussi bien sur les plateformes de stream. Donc, on continue à publier sur les Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. en fonction de ce que vous utilisez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et sinon, si vous êtes sur YouTube, faites-nous signe avec des likes ou des commentaires, comme ça on verra que vous êtes aussi utilisateur de la plateforme. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait présenter notre collègue? C'est toi qui as proposé de bosser sur lui en particulier. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu de son contenu qui t'intéresse? Bah, déjà, c'est un mec qui en ce moment fait pas mal parler de lui. Parce que je pense qu'il est vraiment connu surtout pour ses vidéos où il a tendance à classer un petit peu les gens en fonction de ce qu'il juge étant une personne dopée ou non. Du coup, généralement, vous allez le voir un petit peu comme ça. Il a déjà fait ça sur des influenceurs, sur des influenceurs muscu, sur des rappeurs. Enfin, il fait un peu ça. Il a même tendance des fois aussi à analyser un petit peu les morphologies de chaque personne et du coup apporter des solutions par rapport à ça. Et là, c'est vrai que je trouvais ça intéressant parce qu'il a fait une vidéo sur justement l'apport hydrique, donc l'apport en eau lors de l'effort. Et c'est vrai que sur son réel, il avait tendance à dire qu'il fallait arrêter l'eau. Ouais, il est un peu tranché. En vrai, si vous voulez, on peut essayer de l'intégrer. Dites-nous si ça passe bien en son. De toute façon, au montage, je vérifierai que ça le fait bien et on cuttera cette partie-là. On vous propose d'écouter cet extrait-là avec nous et après on en discute. Musculation, ça sert à rien. Boire de l'eau quand t'es à la salle, c'est pour les touristes. Si tu fais ça, dis-toi que t'as rien compris à la musculation. À chaque goutte de sueur, tu perds du sodium, du potassium et du magnésium. Ouais, est-ce qu'on peut rebondir sur ça tout de suite? En vrai, ouais, il est un peu tranché, Ouais. mais c'est le jeu des réseaux, on va pas critiquer ça. Plus t'es tranché, plus t'attires l'attention et t'arrives à faire des vues. Donc si lui, il arrive à fonctionner dans son business, tant mieux pour lui. Alors après, est-ce qu'on peut se permettre de dire des choses aussi tranchées sur un fond de vérité? Il y a de la vérité, mais le problème, c'est que c'est dépendant de plusieurs facteurs, notamment l'intensité de l'effort, la température, les habits que vous allez pouvoir utiliser. Donc, de le dire que c'est forcément le cas, pas forcément, ça dépend encore une fois aussi du temps d'effort. Donc, ça, il ne le mentionne pas, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, je vois qu'il met une source, mais j'étais allé voir d'ailleurs cette source et c'est vrai que c'est des choses qu'ils avaient mentionnées et je sais pas pourquoi il l'a pas mentionné. À mon avis, c'était pour son réel, comme tu dis. Mais du coup, c'est pas faux, mais de le dire de cette manière-là, ça peut induire en erreur. Donc, voilà. Bon, sinon, dans l'idée, la réflexion autour de la transpiration, elle n'est pas fausse. Effectivement, c'est que c'est pas constitué seulement d'eau, on perd aussi beaucoup de minéraux. Alors, il met en avant tous les électrolytes qui sont perdus dans la transpiration. Et d'ailleurs, qui sont pas mal mis en avant par les marques de compléments pour vendre des électrolytes. Ça, pareil, on pourrait rebondir dessus.
Dans l'idée, moi, dans l'état actuel de mes connaissances, je recommande pas forcément des électrolytes pour les gens que je suis, sauf dans un cadre de sudation excessif, comme tu dis, type effort plus long, ou des gens qui potentiellement en ont les moyens. Mais dans l'idée, faut savoir que la sudation, c'est quand même principalement du sodium. Ouais. Donc, une pincée de sel dans votre boisson de l'effort, ou même pas, si vous buvez juste de l'eau salée, ça peut le faire. Et encore une fois, là, on est vraiment sur de la théorie pure et dure, et c'est pas facile d'imaginer un cadre très englobant. Dites-vous bien que chaque situation est différente, que ça dépend de l'athlète, de l'intensité de l'effort, comme tu as dit, des conditions environnementales et du type d'effort. Donc, c'est pas systématique. Mais du coup, dans ce qu'il dit, on peut déjà mettre quelques petites réserves. Alors, on va essayer de regarder la suite pour voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Pas juste de l'eau. Quand tu rebois juste de l'eau pure, tu dilues encore plus les minéraux restants. Tu t'épuises, tu congestionnes pas, tu récupères mal. Quand tu Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu congestionnes pas, tu récupères mal. Je sais pas sur quoi il se base parce que justement on remarque que c'est même l'inverse. Moins il va y avoir d'eau et plus on remarque que par exemple le volume sanguin va diminuer. Donc derrière il va y avoir moins de sang qui va être fourni à la périphérie, donc notamment du cœur. Et du coup ça va impacter finalement l'apport en oxygène au niveau des muscles. Et du coup on remarque que c'est l'inverse. La récupération est moins bonne et après la congestion, il mélange un peu tout parce que la congestion c'est plus une constriction un petit peu importante au niveau justement des capillaires et au niveau veineux. Donc il y a en gros un apport en sang qui ne revient plus au niveau du cœur mais qui continue à arriver au niveau périphérique. Donc c'est ce qui fait ce pump. Mais donc en soi, relier toutes ces choses-là, je sais pas par quel mécanisme il l'a fait, mais franchement j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est pas très vrai en soi. Donc. Bah, on va voir après ce qu'il dit, mais effectivement, par rapport à la congestion, il y a des petites réflexions qu'il peut y avoir autour de l'eau. Et c'est vrai que si on veut maximiser la congestion, l'eau seule, l'eau claire, c'est peut-être pas la boisson qui va apporter le plus d'effet. Et du coup, peut-être qu'il réfléchit comme ça à l'inverse. Il se dit, bah, du coup, l'eau c'est de la merde, mais pas forcément en tout cas. t'entraînes, tes muscles ont besoin d'électricité pour se contracter. Et cette électricité, elle passe grâce aux électrolytes. Sodium égale transmission nerveuse. Bah, plutôt ok sur ça. Ouais, ok. Après, besoin d'électricité. Bon. Oui, non, électricité. Mais Non, je pense que ça permet. Après, sur le débat qu'on a à chaque fois, c'est comment tu arrives à vulgariser, jusqu'où tu arrives à simplifier l'information sans que ça devienne de la désinformation. Là, du coup, peut-être il est un peu. Ouais, mais le truc, c'est que là, c'est de la désinformation parce qu'en soi, sodium, potassium, majoritairement, ça va être surtout d'équilibrer l'apport en eau entre les milieux donc cellulaires. Donc là, c'est juste pour expliquer que, par exemple, je sais pas si vous êtes déshydraté, vous allez pouvoir peut-être déshydrater le milieu intracellulaire et du coup impacter les performances. Mais enfin, parler d'électricité, ça n'a pas de sens. Enfin, on parle peut-être de conduction à la limite, ou même de chaleur, voilà, d'évaporation de la chaleur, mais ouais, je sais pas. Bah, je pense que c'est la manière dont il comprend. Ouais, Je peux comprendre le raccourci. Le fonctionnement de l'électricité, c'est un peu la même manière dont l'influx nerveux se fait par dépolarisation, etc. Mais je suis pas sûr que l'image soit effectivement très, très adaptée. Peut-être que du coup, ça rend l'information compréhensible, mais les raccourcis qui peuvent être faits après, quand on n'est pas averti, c'est vrai que les athlètes, ou en tout cas les gens qui regardent ce genre de contenu, ils peuvent être perdus ou répéter des informations qui sont pas exactes, pas correctes. Donc je peux comprendre la limite sur ça. Contraction musculaire, et magnésium, récupération et anti-crampe. Sans tout ça, ton système électrique bug. Si tu veux des électrolytes, va sur Prozis et tape le code RIA. T'as pas mal de... Bon, la petite pub pour Prozis, je sais pas si on le gardera. Pas sûr de soutenir leur taf à eux sur ce podcast-là. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il avance par rapport aux électrolytes jusque-là? Bah ouais, non, c'est pas faux. Je pense qu'il parle, comme tu dis, d'influx nerveux, donc ouais, c'est pas complètement faux. Après, peut-être, pour remettre en question un petit peu le lien entre magnésium et crampe, Je savais que tu allais parler de ce ça. qui est pas du tout établi, et ce qu'on remarque que c'est pas du tout le cas. Au risque d'être chiant, c'est pas le cas, effectivement. C'est pas le cas. Donc voilà. de bonne réduction avec. Si tu bois juste de l'eau, au bout de 30 minutes, t'as les bras flingués, plus d'énergie. T'as la... C'est faux. Bah ouais. Vraiment faux.
tête qui tourne et aucune congestion. Et ça, c'est parce que t'es déminéralisé. C'est à cause de ça que tu stagnes. Et tu peux même devenir plus fragile et te blesser plus facilement. Même Ça, c'est... ça, là, pour le coup, il faut qu'on en parle et il faut aller à l'encontre de ce genre d'informations parce que il y a des gens sur les réseaux qui disent des conneries et c'est grave jusqu'à un certain point. Des fois, ça n'a pas trop d'influence sur les gens, sur la manière dont ils s'entraînent, etc. Ça crée pas de risque. Mais là, pour le coup, c'est dangereux parce que c'est de la désinformation qui crée kinésiophobie ou incompréhension de l'exercice et ça va pas. On peut pas laisser passer ça. Alors c'est pas, enfin, on veut pas mettre en avant des histoires d'ego ou je sais pas quoi. Le but c'est juste de mettre en avant la vérité ou en tout cas ce qu'on cherche nous comme vérité. Et là en l'occurrence, il s'en éloigne et faire des raccourcis aussi grossiers, c'est risqué. Pour les pratiquants, c'est pas bon parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu bois de l'eau que tu vas te flinguer et que tu n'auras aucun gain, etc. Là, il se veut très, très tranché, très alarmiste, etc. Je sais pas, pour vendre peut-être ses électrolytes ou pour vendre des conseils après. Là, ça devient problématique. Là, il faut remettre en question ça. En tout cas, moi, je suis pas fan. Non, ouais. si t'es en sèche, dis-toi que ça va ralentir ta sèche. Donc faut vraiment... Ça, pareil, c'est un raccourci de zinzin en vrai. C'est pas d'où il sort ça. Ouais. Mais les gars, en vrai, si vous y croyez à ce genre de discours, peu importe ce que nous on en pense et ce qu'on met en avant, n'hésitez pas à nous dire, à nous demander qu'on explique ça. Malheureusement, on peut pas prendre le temps d'expliquer toutes les conneries qui sont dites. Hein. Parce que des fois, il y en a beaucoup trop et ça prend plus de temps de débunker ces conneries-là que de les dire. Mais n'hésitez pas à nous faire des retours. Là, le raccourci boire de l'eau et flinguer sa sèche. Mais moi, je pense savoir d'où ça vient parce que j'ai déjà vu passer du contenu sur ça. C'est qu'en fait, c'est une confusion totale. C'est que les gens parlent par rapport un petit peu à la rétention d'eau. Et du coup, entre guillemets, l'impression d'être ballonné. Alors que justement, en fait, la rétention d'eau est aussi le reflet justement soit d'une déshydratation ou soit peut-être d'un apport en sodium qui peut être plus élevé. Enfin, il y a d'autres causes, mais ça va être les principales. Du coup, en fait, on a l'impression que pour justement combattre la rétention d'eau, il faut moins boire, alors que c'est justement l'inverse. Ouais, petit conseil gratis comme ça, c'est un truc que moi je vois souvent dans mes suivis et mes consultes. Les gens, ils ont de la rétention d'eau et tu leur dis bois plus et ils comprennent pas, mais ça marche. La fameuse marque des chaussettes sur les jambes, là, ça part direct. Et juste régler l'hydratation, ça suffit. Mais pareil, il y a une histoire de sodium. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il met en avant les électrolytes. C'est que la congestion, même si c'est pas tout à fait ça, ce que les gens peuvent percevoir comme étant le fait d'être plus volumineux après sa séance, c'est aussi jouer de la rétention d'eau et peut-être le fait d'avoir une boisson salée, voire salée et glucidique. Et ça, effectivement, ça participe à l'aspect plus volumineux du post-workout, en fait. Ouais. Tu prennes des électrolytes, c'est la base. Si t'es intéressé par un programme sportif et alimentaire... Bon, là, c'est... on rigole, hein, mais ils vont bien. Je pense que ça marche, hein, du coup, tant mieux pour lui. Il faut réussir à se faire sa place. Mais du coup, si jamais il passe par là ou si jamais ses coachés passent par là, essayez de faire gaffe aussi aux informations sur lesquelles vous basez vos protocoles d'entraînement, vos croyances, etc. Parce que du coup, il y a peut-être moyen de se détacher de certaines données qui sont fausses et qui peuvent vous brider, voire vous nuire. Sinon, au-delà de ça, le contenu est trop tranché, mais amène de la réflexion intéressante. C'est aussi pour ça qu'on le met en avant. Du coup, je pense qu'on peut le remercier pour ça. Boire de l'eau, c'est pas grave, en fait. Non, sérieusement, c'est nécessaire. Je réfléchis, mais encore une fois, c'est toujours une histoire de dose, de volume et de contexte, mais dans des proportions raisonnées et normales, c'est vraiment grave de boire de l'eau. Enfin, dites-vous bien ça. Même s'il y a parfois des choses plus pertinentes, plus adaptées, si jamais vous réfléchissez aux détails ou que vous faites aider par un professionnel sur ça, c'est pas grave de boire de l'eau, quoi. Là, le problème, c'est que les gens, ils vont se dire il faut pas boire de l'eau, il faut boire à tout prix quelque chose qui soit adapté. Ça va vendre des électrolytes qui sont pas forcément bien dosés ou qui sont pas de bonne qualité. Donc ça fait tourner les gens vers des produits qui sont peut-être qui sont assurément pires que l'eau. Donc faut faire attention avec ce genre de contenu.
Ouais, et puis moi je pense qu'il serait bien, enfin ce que j'ai trouvé dommage, c'est de ne pas apporter des petites recommandations. Moi ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est soyez vigilants sur l'intensité de l'effort, sur la température. Par exemple là c'est vrai qu'en ce moment il fait assez chaud et je trouvais ça intéressant, les conseils que je pense vous connaissez, peut-être le docteur Jimmy Mohamed, même si bon vas-y, parfois il dit un petit peu des trucs bullshit, mais sur ça c'était bien de rappeler que voilà, dans des périodes de température assez élevées, essayez voilà de soit vous entraîner le matin sur des températures un petit peu plus basses ou peut-être un peu plus vers la fin d'après-midi ou début de soirée. Essayez aussi voilà à partir de 90 minutes et au-delà de 90 minutes, ça commence à être intéressant de réfléchir à ces choses-là. Mais en soi, en dessous de 90 minutes, même 90 minutes, vous pouvez vous contenter de l'eau. Essayez aussi de faire attention à vos apports en sel, hein. Le but, c'est pas de mettre tout le pot de sel dans la bouteille d'eau. Généralement, on a tendance à conseiller à 0,5 g à 1 g par litre. Du coup, ça peut être une recommandation assez intéressante. Et derrière, normalement, vous allez vous en sortir parce que je pense pas que, à part si vous faites de l'endurance, vous allez très rarement vous retrouver sur des 3-4 heures d'effort. Après, bon, si on est dans les sports de force, ça peut arriver. Mais encore une fois, on parle d'effort total. Donc ça ne correspond pas forcément à autant de récupération. Donc voilà, ça peut être des recommandations, mais sinon restez sur les basiques, hein. Prenez votre bouteille d'eau et soyez juste vigilants sur la température et l'intensité, surtout lorsqu'il fait chaud, et ça va être le plus important. Très bon point. On a un autre petit contenu intéressant qu'on peut essayer de creuser vite fait. Il propose un petit déjeuner parfait pour sèche qui est simple, rapide et efficace. Toast parfait pour ta sèche. Magnifique. J'avais vraiment faim. Bon, on va goûter ça. Ça a l'air hyper bon. Bismillah. Excellent. Tu sens que c'est frais, tu sens que c'est healthy. Franchement, je recommande, merci. Bon, j'ai juste envie de revenir sur le truc healthy. On va être chiant. Enfin, en tout cas, moi, je sens que je suis chiant, mais je lâcherai pas. Et je vois de plus en plus du contenu passer sur ça, ça me fait plaisir. Mais faut vraiment faire gaffe aux réflexions qu'on mène avant, aux termes qu'on mène avant, etc. La bouffe healthy, ça n'existe pas. De la bouffe mauvaise pour la santé, etc. Ça n'existe pas. Il faut vraiment se dire qu'il y a des choses qui créent des déséquilibres dans des grosses proportions plus facilement que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'il faut les supprimer. Se dire qu'il y a des repas healthy et d'autres qui ne le sont pas, ça peut mener à des troubles, ça crée du désordre alimentaire en tout cas, et ça peut mener à de la confusion ou en tout cas à la valorisation de certains plats au détriment de d'autres, alors que pour une diète, il faut de tout. Il faut de tout. Et effectivement, quand on va chercher des objectifs, soit de prise de poids, soit de perte de poids, il va falloir équilibrer les choses dans un sens ou dans l'autre. Mais là, parler de trucs healthy, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est une fois par semaine, pour sortir de ton quotidien, tu vas au fast-food avec tes potes et tu passes un bon moment, peu importe la gueule de ton plat, ça peut être un kebab gras avec des frites à la con. Ce repas-là, pour moi, il est plus healthy que de rester chez soi et de bouffer du riz et des brocolis en restant seul dans son coin. Et ça, c'est une réflexion qui demande de tenir compte d'autres facteurs. C'est peut-être trop compliqué pour certains parce que les gens veulent réfléchir que calories, macros, micronutriments. Mais malheureusement, la diète et la nutrition en général, c'est tout un contexte qui tient compte de facteurs sociaux et on ne peut pas laisser mettre en avant des réflexions comme ça. En tout cas, il faut... Même si on donne l'impression de pinailler, de faire chier sur des détails, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, j'aimerais rebondir aussi, parce que j'avais fait un post sur ça, parce que c'est étudié d'ailleurs, ils appellent ça justement les contenus fitspiration, et on remarque vraiment les ravages sur les jeunes populations, sur la perception justement corporelle de chacun. Ça crée vraiment, vous en rendez pas compte, mais ce genre de contenu crée vraiment des ravages, hein. Ça crée des désordres alimentaires comme tu l'as dit, des problèmes psychologiques, des troubles du comportement alimentaire aussi progressivement. Donc il faut vraiment faire attention parce que c'est de plus en plus étudié, on alerte de plus en plus sur ces choses-là. Donc même si pour vous ça paraît
être peut-être minime, mais en soi, ça a beaucoup plus d'impact. Donc il faut faire attention, même sur les contenus. On remarque que même les contenus où juste on montre un petit peu ce que l'on mange, ça a tendance justement aussi à avoir beaucoup d'effets négatifs, de comparaison. Donc on pourra mettre les papiers, hein, mais c'est vraiment, faut vraiment alerter sur ça et faire attention. Donc les gars, vraiment essayer parce que ça touche beaucoup de monde, on s'en rend pas compte et il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Et c'est compliqué justement aussi d'aborder ces choses-là, donc essayez vraiment de faire attention. Surtout que sérieux, là mettre une corrélation entre sèche, healthy, quel rapport, on n'en sait rien. Ouais, c'est ça, on peut creuser un petit peu la recette brièvement, parce que je pense qu'on va pas regarder tout le réel, mais il présente la manière dont tu construis ce repas-là. C'est 2 tranches de pain au levain, avec une purée d'avocat, du fromage à la crème, alors c'est du Philadelphia pour ceux qui connaissent, mais c'est tartinable, et des tomates cerises. Et donc le but, d'après lui, avec cette recette, c'est de se sentir rassasié et d'avoir un petit déj parfait pour la sèche qui soit simple et efficace. Alors, simple, efficace, on lui accorde. Rassasié, pareil, ça dépend des gens, ça dépend du contexte, des repas qu'il y a avant, après, de l'activité sportive et même de la personne directement. Et alors après, est-ce que c'est efficace pour la sèche ? Du coup, pareil, on va encore faire chier, hein. Malheureusement, il n'y a pas de repas pour la sèche, hein. Comment on fait une sèche, brièvement ? C'est ce que vous pouvez retrouver à chaque fois, mais ça dépend majoritairement de la balance énergétique et du déficit calorique. Donc, en soi, il y a toujours cette étude qui est mentionnée, mais je trouve qu'elle est vachement intéressante. Il y avait eu je pense que c'était un médecin ou un chercheur qui avait justement... il s'était alimenté de McDo pendant un mois et au final, il avait perdu du poids. Donc, c'est pas dépendant de l'aliment, c'est dépendant vraiment de l'apport calorique. Encore une fois, il ne faut pas tout concentrer sur les calories et être obsédé par ça, mais c'est juste essayer de faire comprendre que ça n'a aucun rapport. Vous pouvez prendre du poids avec des aliments entre guillemets healthy et sains. Ça n'a pas de sens et même parfois ça peut être vraiment le cas. On peut prendre par exemple le cas des oléagineux, des fois ça peut être beaucoup plus calorique et au final ça crée finalement une balance énergétique positive. Donc faut arrêter ces raccourcis. Il faut arrêter aussi de parler de healthy, il faut faire attention aussi à montrer ce que l'on mange et à faire cette propagande un petit peu de manger sain, cette discipline, etc. Parce que vraiment, ça a des ravages sur la perception des corps et on s'en rend de plus en plus compte, hein. Il y a même des suicides qui se passent, donc il faut vraiment faire attention et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment de plus en plus militer parce que c'est dangereux. Vraiment, ça devient des contenus dangereux, donc il faut vraiment essayer de prévenir davantage. Ouais, partager de la bouffe sur les réseaux, c'est souvent problématique, que ce soit de la bouffe où on se fait plaisir ou de la bouffe où on met en avant la fierté de manger soi-disant sain. C'est problématique et faut faire attention à ça, faut essayer de rester critique vis-à-vis de tout ça. Là, du coup, on fait les chiants parce que, en vrai, c'est sûrement une recette qui peut être intéressante à intégrer dans le cadre d'une sèche, mais en l'occurrence, on ne peut pas accorder tous les bénéfices de résultats d'une sèche, par exemple, à un seul repas comme ça, vu que ce qui compte, c'est l'apport calorique, la balance énergétique même, au global. C'est pas seulement les repas, c'est aussi l'activité sportive. Il se peut que vous séchiez en mangeant absolument la même chose, mais en augmentant votre dépense énergétique. Donc, il y a pas... Faut pas faire de lien direct par rapport à ça, sinon, encore une fois, ça crée des raccourcis, ça crée du désordre alimentaire et de la dysmorphophobie. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter parce que, alors pour amener un petit peu les réflexions autour de comment je bosse moi, malheureusement, des fois, il y a des suivis qui prennent du temps parce que le cadre dans lequel mes clients se présentent n'est pas propice à la mise en place d'une diète qui mène à une perte de poids, tout simplement parce qu'il y a du désordre alimentaire. Et aggraver ces choses-là par une diète qui peut s'avérer ou qui peut se présenter comme restrictive, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et en fait créer des choses qui sont encore plus compliquées à régler. Très honnêtement, avec un bon cadre, un professionnel de santé formé ou un professionnel du sport qui soit formé et de la détermination, on peut avoir des résultats rapidement, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de certains aspects clés de la santé. Et si vous arrivez à faire perdre du poids à quelqu'un, mais que vous créez du désordre alimentaire, voire des troubles alimentaires, des troubles de la conduite alimentaire, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Sur le long terme, vous avez tout faux. C'est des choses qui sont encore plus compliquées à régler que de perdre du poids.
Et puis Donc faites attention. ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de cas aussi où l'alimentation en tant que telle est le reflet justement d'une problématique psychologique et non la cause. Donc vous allez peut-être vous attaquer finalement à la conséquence, mais encore une fois, la cause elle est peut-être un peu plus subtile et plus complexe à traiter. Et du coup, c'est aussi ça qui prend du temps. Donc je pense que sincèrement, la diététique va devoir évoluer vraiment sur l'aspect santé et santé mentale au général, parce que c'est vraiment les questions fondamentales là, de la société qui commencent à devenir de plus en plus importantes. Donc vraiment, ne réduisez pas du tout soit un suivi diététique ou une diète à juste les macros ou les calories, parce que malheureusement, c'est encore beaucoup comme ça et ça crée beaucoup de drames et beaucoup de choses qui sont problématiques. Donc il faut vraiment faire attention. Bon, merci Ali du coup pour ce contenu-là, ça permet de mettre en avant pas mal de réflexions intéressantes. Pour finir, on va s'arrêter sur quelque chose qui est un peu plus muscu, encore que c'est peut-être des réflexions qui trottent dans la tête de certains diététiciens et nutritionnistes. Ça, c'est quelque chose que tu aimes bien, qui te tient à cœur, toutes les réflexions autour de la morpho-anatomie. Mais bon, du coup, pour présenter le contexte, même s'il le fait sûrement, là, il est question de morphotype. Alors, vous le connaissez peut-être, on sait qu'il y a pas mal de gens de STAPS ou des étudiants dans les sciences du sport qui regardent notre contenu. C'est quoi les morphotypes ? C'est une manière un petit peu de classer différentes morphologies qui peuvent se retrouver dans la population. Donc on va avoir tendance à dire ok, il y a un type de population qui va avoir tendance à plus prendre du poids et du gras plus facilement, d'autres qui vont perdre du poids plus facilement, d'autres qui vont prendre de la masse plus facilement. Donc ça permet un petit peu de créer aussi des raccourcis, je pense. Mais voilà, globalement, ça ferait ça. Mais vous avez dû déjà entendre, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont propagé ces infos. Je pense notamment à Delavier pendant très longtemps. Donc c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Moi, du coup, pour rappeler, il y a ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Et dans l'ordre, c'est les gens du plus fin au plus tendance à être gras, d'après cette théorie-là, avec au milieu les mésomorphes qui seraient les plus intermédiaires et les plus adaptés pour la prise de muscle, je pense. Encore que peut-être il y a des gens qui défendent l'endomorphe aussi. Enfin bon. Pas. Mais bizarrement, dans les salles de sport, on retrouve toujours les mêmes physiques. Est-ce que c'est une coïncidence ? Absolument pas. Si les morphotypes n'existaient pas, on pourrait tous perdre du muscle et prendre du gras de Pardon, il a pas fini. la même façon. Ça, bon, alors on va pas s'amuser à détailler les arguments, à déconstruire les arguments, la manière dont sont construits les arguments, etc. Parce que ça détourne du débat souvent. Mais ce qu'il faut voir là, c'est un gros raccourci en fait. C'est mettre en avant un aspect visible peut-être des différences qu'il y a entre chacun d'entre nous, en omettant de mentionner tout ce qui touche à la physiologie, le métabolisme, le passé sportif, les antécédents médicaux, même les aspects plutôt génétiques et héréditaires. Et en vrai, si on tient compte de tout ça, on se rend compte que le poids de la réflexion des morphotypes dans la balance, il est quasiment inexistant en fait. Ouais. Parce que, sérieusement, peut-être qu'il y a des études qui ont été faites sur ça, j'avoue que je ne me suis pas penché sur la question plus que ça, mais si on met tous les gens, toutes les personnes sur un pied d'égalité en termes de passé sportif, de parents, du coup, de facteurs héréditaires et de dépenses énergétiques, je suis pas sûr qu'on observe des différences significatives entre, par exemple, quelqu'un qui serait endomorphe et quelqu'un qui serait ectomorphe. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est toujours des réflexions à mettre en parallèle de d'autres facteurs liés à l'évolution de la morphologie. Donc les arguments là, jusqu'à maintenant, les arguments qu'il a mis en avant sont pas bons. Je sais pas si toi t'as relevé d'autres trucs. Non, moi en soi je suis d'accord. Pour moi, pour vraiment peut-être des fois expliquer un petit peu certains résultats, je pense qu'on peut plus parler, comme tu l'as dit, d'épigénétique, de génotype aussi, donc tout ce qui va être relié à la génétique et l'environnement dans lequel les individus ont évolué. Mais c'est des raccourcis. Et puis on se rend compte qu'il y avait une étude justement qui permettait de montrer que, en fait, au final, un individu, il pouvait passer finalement dans sa vie par différents types finalement de morphologie entre guillemets.
Donc c'était compliqué de classifier. Et là, le problème, c'est que ça donne l'impression, parce qu'en soi, là, le but de la vidéo, c'est vraiment d'utiliser ça en termes de marketing et pour la vente de ces programmes pour dire, ok, moi j'ai la solution en fonction de chaque morphotype, mais on se rend compte que c'est pas le cas. Il y a vraiment un mélange de toutes ces choses-là, et puis l'être humain aussi a évolué, donc forcément, c'est plus aussi simple, donc forcément, c'est assez erroné. C'est dommage parce que c'est le genre de réflexion qui, à l'origine, veut faire avancer la chose ou veut faciliter la prise en charge, mais le fait de mettre les gens dans des cases hors cadre pathologique, parce que ça, en l'occurrence, ça aide à définir des cadres spécifiques, des cadres médicaux spécifiques qui aident à la prise en charge thérapeutique. Là, pour du sport, ça permet évidemment, du coup, comme tu l'as dit, de mettre en avant des compétences qui reposent sur rien. Du coup de vendre plus facilement ou de faciliter la prise en charge, voire réduire la prise en charge à uniquement ce facteur-là, alors qu'en réalité la prise en charge des gens en général se repose sur les mêmes principes. Et quand on tient compte des morphotypes, on a tendance à chanter les réflexions autour des principes de base, à savoir qui es-tu, d'où tu viens, qui sont tes parents, est-ce que tu as fait du sport, etc. Tous ces facteurs-là qui sont très importants. Mais d'autant plus, ce qui est problématique, c'est qu'on ne sait pas sur quels critères on se base pour déterminer quel morphotype la personne correspond. Parce que généralement, ce qu'on remarque, c'est que quand il va, par exemple, catégoriser quelqu'un, c'est vraiment en fonction du taux de masse grasse. Si quelqu'un est un peu plus gras, il va dire ok, lui il est ectomorphe ou mésomorphe, et si par exemple la personne, endomorphe ou mésomorphe, et si la personne elle est plus fine, dans ce cas-là il est ectomorphe. Donc on ne sait pas sur quels critères réels, parce qu'il y a pas de consensus scientifique réel autour de ça. Donc en fait c'est très arbitraire. On détermine un petit peu au visuel et à ce qu'on regarde sur le téléphone en disant ok, là t'as un petit peu plus de gras, donc tu fais partie de ce morphotype là. Donc en soi, c'est assez trompeur, et il faut faire attention à ces réflexions, parce que c'est de gros raccourcis et sur lesquels on ne peut pas du tout déterminer une approche. Donc, voilà. On va continuer, je ne sais pas ce qu'il dit par la suite. On aurait tous les mêmes résultats en appliquant les mêmes programmes. Et pourtant, c'est pas le cas. Le concept des morphotypes vient de William Sheldon. Il a remarqué que les gens avaient des types de corps différents et que ça influençait leur façon de prendre du muscle et de stocker la graisse. Son idée est basée sur de vraies observations et a permis de mieux comprendre les différents types de corps. Avec le temps, la science a apporté plus de précision, mais le principe reste valable. On n'a pas tous le même physique ni le même métabolisme. Il avait mis le doigt sur quelque chose d'important. Notre morphologie influence notre métabolisme et notre réponse à l'entraînement. Notre morphologie influence le métabolisme. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par morphologie, si c'est répartition des masses maigres et masses grasses, pourquoi pas. Si c'est juste c'est quoi, c'est la morphanatomie, c'est le volume des segments. Longueur des segments. Genre largeur des clavicules, longueur des fémurs, etc. Non, sérieusement, ou alors il a des informations auxquelles nous on n'a pas accès, et dans ce cas là c'est dommage, pour une fois il partage pas tout. Il dit juste d'où ça vient, il parle de Sheldon, mais sérieusement là il fait un raccourci, ou alors il inverse la causalité ou le lien de causalité, si jamais il y en a un, pour tirer des conclusions. Mais sérieusement là tout ce qu'il a dit, en fait, ça peut paraître convaincant, mais ça repose sur rien, en fait. Donc il fait pas vraiment avancer la réflexion. Non. Prenons des exemples concrets. L'ectomorphe a un métabolisme rapide, des os fins et une difficulté à prendre du muscle. Même en mangeant énormément, il galère à grossir. Le mésomorphe est naturellement athlétique, prend du muscle facilement et s'adapte vite. Et l'endomorphe a un métabolisme plus lent, il stocke facilement le gras. Il a une prise de muscle assez rapide, mais des difficultés à sécher. Ce sont des tendances naturelles, pas des étiquettes figées. Un ectomorphe peut devenir massif et un endomorphe peut devenir sec. Mais le chemin sera juste différent pour les deux. Là, en fait, ce qui est dit, c'est fondamentalement vrai, mais sans se baser sur la réflexion des morphotypes. C'est-à-dire, peu importe d'où tu viens, les résultats peuvent être les mêmes, mais la manière dont tu vas y parvenir ne sera pas la même. Et c'est quelque chose qui mettait en avant dès le début, c'est que, en fonction d'où tu viens et de ta situation actuelle, tu vas pas mettre en place les mêmes choses pour arriver à un même résultat. Donc pareil, je comprends pas pourquoi il tient à reposer sur les morphotypes. C'est pourquoi il s'attache à ce principe-là.
Qui n'en est pas un. Le problème, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est que c'est pas uniquement dépendant des morphotypes, ça va être dépendant aussi de votre environnement actuel. C'est sûr que, je sais pas, un travailleur dans le bâtiment, il va pas forcément avoir le même temps ou les mêmes capacités que quelqu'un qui travaille dans les bureaux. Donc forcément, il va y avoir des différences dans le processus. Mais enfin, c'est logique. Enfin, tout le monde a une vie différente, donc forcément, il y a des résultats qui peuvent être similaires, mais avec un processus différent. Donc c'est encore une fois des raccourcis, quoi. En fait, au-delà de la longueur des segments, les segments osseux sur lesquels on n'a pas d'influence, après la pub, enfin, même tout court, je suis pas sûr que l'entraînement résistance, par exemple, ait une influence sur le développement du tissu osseux. T'as des données sur ça? Non. Enfin, ouais, quoi qu'il en soit, faire de la muscu avant 16 ans, ça va pas ralentir votre croissance. Mais ça va pas l'accélérer non plus. En tout cas, on a rien qui permette de l'indiquer. Ça veut dire que le mode de vie et l'activité sportive, l'hygiène de vie, l'alimentation, tout ça va avoir une influence sur l'évolution de la composition corporelle. Du coup, un des facteurs d'évaluation des morphotypes selon lui et selon les gens adeptes de cette théorie-là. Mais les leviers n'évoluent pas. Les leviers sont les mêmes tout au long de la vie. Donc, en fait, c'est la densité qui va augmenter. On parle de densité osseuse, mais ça va pas forcément être la longueur voilà, c'est ça. de l'os. Même s'il y a des gens qui arrivent à... Enfin, maintenant, il y a des opérations qui existent pour grandir. Je sais pas si t'as vu passer ça. Ouais, j'ai vu. Terrible. Mais ouais, tout ça pour dire que actuellement, le mode de vie et le passé sportif, l'activité physique ont une influence sur le morphotype si jamais ça existe, mais ont une influence du coup sur la composition corporelle. Et dès que tu effaces les différences qu'il y a entre les gens sur la composition corporelle, il reste que les segments osseux. Et est-ce que ça détermine des résultats possibles ou impossibles sur la prise de masse musculaire, la prise de masse grasse ou l'activité physique? Sur la performance, à la limite, effectivement, t'as des structures osseuses qui sont plus propices à certaines activités. On peut notamment penser aux marathoniens qui sont très performants parce qu'ils ont un bassin très, très étroit. Et du coup, ça facilite la bascule du point d'équilibre à chaque foulée. Donc il y a une forme d'économie de course qui profite de ça. Mais pareil, de la même manière que sur des basketteurs niveau performance, il y a un intérêt à être très grand. Mais tout ça, du coup, c'est comment dire, c'est des facteurs favorisants sur lesquels on n'a pas la main. Et lui met en avant le fait qu'on peut modifier le morphotype. Donc ce qui va pas, c'est que finalement le morphotype, on n'a pas la main dessus, si ce n'est la composition corporelle. Et la composition corporelle, on sait comment jouer dessus. Enfin, si vous suivez le podcast, vous savez sûrement comment ça fonctionne. On doit juste jouer de la dépense énergétique et de l'alimentation. Ouais, c'est ça. Au final, il parle que de taux de masse grasse, hein. Il parle pas vraiment de morphologie. Mais Bon, on a un petit problème de surchauffe sur la caméra, du coup on va conclure sur ça. De toute façon, on a fait déjà un bon tour. Merci à vous pour l'écoute et pour le soutien. On se dit à très vite. Ouais, salut les gars.